Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Hong Kong et de la Chine, notamment parce que j'écoutais une vidéo de Louis-Vincent Gave, le fils de Charles Gave, qui connaît très bien la Chine puisque son entreprise a été basée pendant longtemps, et je crois une partie encore basée à Hong Kong, même si lui a déménagé à Vancouver. Hong Kong pose question évidemment parce que vous avez sûrement suivi l'actualité depuis ces dernières années. Et que finalement l'Occident a été un peu surpris du côté assez dur avec lequel la Chine avait pu mettre la main sur Hong Kong. Et justement, je voulais résumer un petit peu cette vidéo de Louis-Vincent Gave, même si je vous invite à l'écouter, parce que c'est très intéressant. Il y a bien plus dans cette vidéo que ce que je vais vous résumer et vous expliquer. Mais simplement, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Louis-Vincent Gave, au sens où la Chine a aujourd'hui trois enjeux principaux. Le premier enjeu, qui notamment est aussi décrit assez souvent par Philippe Fabry dans son analyse historique et géopolitique, c'est l'enjeu du pétrole. La Chine est dépendante du pétrole moyen-oriental notamment, et ce pétrole évidemment passe par la mer, et la mer est maîtrisée par les Américains. Donc c'est un problème pour les Chinois, c'est un problème pour la souveraineté souveraine des Chinois, pour reprendre aussi un concept de Philippe Fabry. Et c'est la raison pour laquelle ils sont devenus assez virulents à la frontière indo-pakistanaise, dans le Cachemire, parce qu'ils souhaitent se développer un couloir d'hydrocarbures, gaziers, pétroliers, etc. Chine, Pakistan, jusqu'au golfe Persique, jusqu'au pétrole moyen-oriental, donc sans passer ou en passant très moindrement par ce goulet d'étranglement sud-est asiatique qui est complètement maîtrisé par les Américains aujourd'hui, et même pour éviter de passer au large de l'Inde qui pourrait devenir un ennemi de long terme prochainement. Voilà, et qui peut-être l'est déjà devenu, voilà, vis-à-vis de leur confrontation dans l'Himalaya actuellement. On parle beaucoup de Taïwan, mais Louis-Vincent Gave, lui également, on parle de Taïwan en disant qu'il lui semble extrêmement peu probable qu'il y ait une invasion chinoise en Taïwan. Or, bon, c'est ce que l'on dit. Simplement, ça va me permettre de faire la transition avec le deuxième point, la deuxième faiblesse de la Chine, deuxième enjeu de la Chine, qui donc, outre sécuriser ses routes d'hydrocarbures, de pétrole, etc., doit aussi sécuriser l'industrie des semi-conducteurs. La Chine a besoin, est très très gourmande en semi-conducteurs. Or, elle n'a pas d'entreprise de semi-conducteurs, ou très peu. Elle ne maîtrise pas ces technologies. Or, Taïwan maîtrise ces technologies, la Corée du Sud maîtrise ces technologies, le Japon maîtrise en partie aussi ces technologies. Bref, vous avez des acteurs voisins qui maîtrisent ces technologies. Et la Chine a été extrêmement perturbée par l'affaire Huawei. L'affaire Huawei, pour mettre en contexte, vous vous souvenez sûrement, c'est Trump, en gros, qui décide pour des raisons de sécurité d'interdire les applications occidentales sur les appareils portables Huawei. Et donc, ça a complètement fait chuter Huawei. Et les Chinois ont été extrêmement surpris et inquiétés finalement par cette réaction américaine, qui se comprenait tout à fait à l'époque, au sens où les Chinois se sont dit, écoutez, on vient juste de commencer à développer un champion par nos propres soins, et à peine ce champion est arrivé à maturité que vous flinguez, quoi. Voilà. Et donc, ils se sont dit forcément, qu'est-ce qui pourrait nous arriver d'autre après ça, quels autres coups durs pourraient nous infliger l'Amérique, parce qu'en quelques semaines, Huawei, c'était terminé. En quelques semaines, c'était joué. Donc les Chinois ont été très inquiétés de ça, et ont commencé à se dire donc après cela qu'il fallait avoir une politique plus incisive au niveau stratégique et géostratégique. D'où cette confrontation indo-pakistanaise, d'où aussi leur regain d'intérêt vis-à-vis de Taïwan, mais un regain d'intérêt, je dirais, économique, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent aujourd'hui pour développer non seulement ces industries taïwanaises, parce qu'ils en sont clients, mais aussi surtout maintenant davantage des industries chinoises, des industries domestiques sur les semi-conducteurs. Et donc aujourd'hui, si vous êtes un ingénieur compétent, vous pouvez être payé quasiment 5 fois plus en Chine dans l'industrie des semi-conducteurs que n'importe où ailleurs. Donc les Chinois mettent énormément d'argent aujourd'hui dans le secteur des semi-conducteurs pour ne plus être dépendants de ce secteur,
vis-à-vis de Taïwan, dont ils sont très clients et pour lesquels il y a des liens privilégiés de plus en plus. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui taïwanais qui déménagent en Chine parce qu'ils vont être beaucoup mieux payés pour aller travailler dans le secteur des semi-conducteurs. Et donc la Chine fait ce pari qu'elle sera capable de développer un secteur des semi-conducteurs qui sera extrêmement important pour l'économie moderne, de la Chine. Et donc, ce deuxième enjeu, comment dire, est en train d'être travaillé par la Chine. C'est un pari risqué puisque finalement, les pays, les experts qui ont développé le secteur des semi-conducteurs tel qu'on le connaît aujourd'hui ont mis 40 ans à le faire. Et la Chine va essayer de le faire en quelques années. Donc il est possible que ça ne marche pas parce que c'est un secteur très capitalistique. Il n'est pas forcément, il ne suffit pas d'avoir quelques cerveaux pendant quelques années pour que ça marche. Il faut vraiment qu'il y ait une synthèse, un écosystème finalement qui se mette en place. Et ça, c'est le pari chinois actuel. Enfin, un troisième point d'attention pour les Chinois, une troisième fragilité intrinsèque de la Chine aujourd'hui, c'est la dollarisation. Il y a beaucoup d'échanges, notamment énergétiques, mais pas que, qui se passent en dollars. Et donc la Chine, en plus, sûrement, a vu ce qui s'est passé en Russie récemment avec le gel des actifs, le gel de tout un tas de marchés passés en dollars. Pour son économie. Donc la Chine veut dédollariser la région asiatique de façon générale. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, peu de temps après l'affaire Huawei, vous avez eu l'annexion de Hong Kong par les Chinois, qui a beaucoup surpris, mais qui finalement était logique pour des raisons géostratégiques. Les Américains ont flingué Huawei. On ne peut pas se permettre d'être aussi fragile, aussi dépendant du dollar. Et donc on va prendre Hong Kong, qui est une place financière, la porte d'entrée financière de la Chine, avec Shanghai, mais de plus en plus c'est Hong Kong. Et donc les Chinois ont mis la main sur Hong Kong, tout simplement. Cela a beaucoup surpris puisque évidemment il y avait une tradition occidentale à Hong Kong et cela a choqué, mais cela était assez logique dans une optique donc de confrontation avec les États-Unis. Alors, pour rentrer plus particulièrement dans le sujet Hong Kong, parce qu'il me semble que c'est intéressant, on est quand même à la croisée des chemins. On en parle aujourd'hui beaucoup de Hong Kong, le Covid, etc. Et puis encore les manifestations démocratiques, etc. qu'on peut évidemment appeler de nos voeux à Hong Kong. Mais je dirais que il faut quand même se replacer dans un contexte plus général où finalement on critique beaucoup les Chinois, mais c'est moins c'est moins les Chinois qui cherchent à nous ressembler que nous qui cherchons à ressembler aux Chinois. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que pendant la crise Covid, on a eu l'impression que c'est nous qui nous rapprochions du modèle chinois plutôt que l'inverse. Et donc, il me semble que tous ces cris d'orfraie concernant la crise hongkongaise me semblent un petit peu décalés parce que finalement, vous critiquez, nous critiquons à un certain titre justement, mais quand même, nous critiquons à Hong Kong ce qui se passe à Hong Kong, mais nous ne critiquons pas ce qui se passe chez nous. Or, il se passe peu à prou la même chose. Et finalement, nous nous rapprochons plus du modèle chinois que les Chinois ne se rapprochent du modèle occidental. Eux, ils font un peu ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire privilégier le collectif sur l'individu. C'est nous qui nous dévoyons. C'est nous qui perdons de vue l'individu. Et donc, je regardais les grandes données économiques de Hong Kong. Le PIB hongkongais, c'est certes, on a l'impression, est arrivé dans un canal moins haussier que précédemment, mais apparemment il y aura un rebond très important au deuxième semestre 2022 et un rebond encore plus important en 2023 au niveau du PIB hongkongais. Donc c'est tout de même une donnée très importante à avoir en tête. Si Hong Kong se portait si mal que ça, pourquoi son PIB s'apprête à rebondir aussi fortement en 2023 ? Et tandis que l'effet de rattrapage de 2020-2021 a déjà été fait. Voilà. Deuxièmement, le dollar hongkongais se porte très bien. Il se porte très bien notamment face à l'euro. Il est très stable par rapport au franc suisse.
il s'est un petit peu affaibli par rapport au dollar américain, mais quasiment toutes les monnaies récemment se sont affaiblies par rapport au dollar américain, donc ce n'est pas extrêmement surprenant. Et vous avez tout un tas d'indicateurs, notamment aussi au niveau du marché immobilier. Le marché immobilier stagne, mais il ne s'est pas écroulé, loin de là. Et on a l'impression qu'il est dans un canal stagnant ou légèrement haussier depuis 18 mois, je dirais. Et donc, on parle beaucoup de Hong Kong en disant, voilà, c'est terminé, Hong Kong. On a l'impression que on est passé à autre chose avec Hong Kong, mais moi je pense il me semble en tout cas, que Hong Kong n'a pas dit son dernier mot, que ça reste la place financière privilégiée des Chinois, et je vois mal les Chinois mettre une balle dans la tête de cette perle qu'est Hong Kong, parce que ce serait quelque part se tirer une balle dans le pied aussi, au sens où les Chinois utilisent Hong Kong pour dédollariser l'économie asiatique. Hong Kong va servir aussi de hub financier pour le renminbi digital, pour le yuan digital. Bref, Hong Kong est un hub financier très important où on constate encore une certaine dérégulation, comment dire, il y a une certaine stabilisation au niveau des normes financières à Hong Kong qui permet à l'argent de continuer d'affluer. Donc vous avez eu un afflux, un apport de capitaux à Hong Kong malgré cette crise qu'on connaît depuis 2019, cette crise politique, démocratique à Hong Kong. Et donc finalement, même si vous avez ce Covid qui très ponctuellement a causé des dommages à Hong Kong, et même si vous avez eu tout un tas d'Occidentaux qui sont partis d'Hong Kong, eh bien ils ont été remplacés. Ils ont été remplacés par d'autres Occidentaux, ou aussi par des Chinois, ou aussi par, comme je voulais vous en parler également, de cet article de Citibank, qui s'apprête à localiser, je crois, 3000 personnes, 3000 employés entre Hong Kong et Singapour, mais aussi à Hong Kong donc. Vous avez d'autres banques HSBC qui souhaitent se renforcer encore à Hong Kong. Donc vous avez des banques comme ça qui, après finalement cette crise et effectivement ce petit trou d'air, reviennent fortement à Hong Kong parce qu'elles savent très bien que la Chine est un acteur incontournable. Elles ont très bien compris que la Chine faisait de Hong Kong son hub financier pour l'ensemble de l'Asie, plus que Shanghai, que la dédollarisation de l'Asie allait passer par Hong Kong, etc. etc. Donc je voulais simplement faire cette petite vidéo pour pointer du doigt il me semble, cette dissonance cognitive qu'on connaît entre Hong Kong et le reste de l'Occident, c'est-à-dire que on critique Hong Kong à juste valeur, à juste titre. Je suis le premier à souhaiter que Hong Kong reste occidental le maximum possible, le plus possible, c'est-à-dire défendre l'individu, défendre les libertés, le droit naturel, la démocratie, etc. Mais il me semble étonnant et parfois amusant de constater que certains qui critiquent toutes ces atteintes aux libertés à Hong Kong sont les premiers à les souhaiter chez nous. Et il me semble que c'est quelque chose d'assez étonnant et que j'ai du mal à comprendre. En tout cas, que je ne souhaite pas... j'envisage ce qui se cache derrière ça, mais ça ne me plaît pas trop. Donc je voulais simplement vous dire que Hong Kong me semble avoir de beaux jours devant elle, jusqu'à la confrontation directe entre les États-Unis et la Chine qui viendra peut-être, mais sûrement pas cette année parce que il y a le 20e congrès du Parti communiste chinois en octobre-novembre de cette année 2022, et il est peu probable que quand même Xi Jinping prenne de gros risques d'ici là, ce qui explique aussi peut-être ce congrès, le fait qu'il y ait eu des positions aussi dures au niveau du Covid. Xi Jinping ne souhaitait sûrement pas subir l'humiliation d'une épidémie, etc., à grande ampleur en Chine, juste avant son renouvellement de mandat pour un troisième mandat en octobre 2022. Voilà. Donc Hong Kong, à mon avis, a de l'avenir. On verra ça en tout cas. C'est un débat assez chaud sur l'avenir de Hong Kong, sur l'avenir de la Chine, in fine, bien sûr, qui se cache derrière ce hub financier. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires. Au revoir.